Bonjour, le cours d'aujourd'hui concerne les conducteurs. C'est le sujet du chapitre 2. Commençons d'abord par définir ce que c'est qu'un conducteur. C'est un milieu dans lequel les électrons de conduction, c'est-à-dire les électrons qui appartiennent aux couches atomiques les plus externes, donc les couches superficielles, sont libres de se déplacer. Donc les électrons de conduction se déplacent librement dans un milieu conducteur. C'est donc un corps qui laisse passer le courant électrique, contrairement au corps isolant qui ne laisse pas passer le courant électrique. Nous avons ici le tableau des éléments chimiques, le tableau de Mendeleïev. Nous avons encadré ici les éléments qui sont considérés comme étant de la matière conductrice. Qu'est-ce que c'est que l'équilibre électrostatique d'un conducteur? L'équilibre électrostatique dans un conducteur est atteint lorsqu'aucune charge électrique ne se déplace à l'intérieur du conducteur. Donc, si nous avons un conducteur et qu'il porte une charge électrique, si ces charges électriques sont immobiles, on dit que le conducteur est en équilibre électrostatique. Qu'est-ce que cela implique? La première conséquence est que le champ électrique à l'intérieur d'un conducteur en équilibre électrostatique est nul en tout point de ce conducteur. Pourquoi? Parce que s'il y avait un champ électrique à l'intérieur du conducteur, les charges subiraient une force électrique. Chaque charge Q subirait une force électrique F égale à Q fois E. Et donc, sous l'influence de cette force, les charges vont se déplacer. Or, on a dit que les charges doivent être immobiles dans un conducteur en équilibre électrostatique. Donc, ça implique que toutes les forces électriques sont nulles, ce qui signifie que le champ électrique est nul. Donc, il n'y a aucun champ électrique à l'intérieur d'un conducteur en équilibre électrostatique. Qu'est-ce qu'il en est pour le potentiel électrique? Eh bien, considérons un conducteur en équilibre électrostatique. CE, donc conducteur électroconducteur. CE, ça veut dire conducteur en équilibre électrostatique. Et considérons deux points, M et M' appartenant à ce conducteur. Alors, si on calcule la circulation du champ électrique entre ces deux points, M et M', la circulation du champ, ça veut dire E scalaire dl. Alors, on sait que la variation de potentiel dV, c'est moins E scalaire dl. Donc, la différence de potentiel entre le point M et le point M', c'est dV égale à moins E scalaire dl qui est le vecteur déplacement. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que puisque le conducteur est en équilibre électrostatique, ça veut dire que le champ électrique en tout point est nul. Cela veut dire que dV égale à 0. Donc, si la différence de potentiel entre M et M' est nulle, ça veut dire que le potentiel de M égale le potentiel de M'. Ça veut dire qu'en tout point du conducteur en équilibre électrostatique, le potentiel est constant. Donc ça, c'est la deuxième propriété, plutôt la troisième propriété du conducteur électrostatique. Les charges sont immobiles, le champ à l'intérieur ou en tout point est nul et le potentiel en tout point est constant. Donc, le conducteur, lorsqu'il est en équilibre électrostatique, constitue un volume équipotentiel. Ça veut dire qu'en tout point, le potentiel est constant. Cela veut dire aussi que la surface du conducteur est une surface équipotentielle. Et nous savons que les lignes du champ électrique sont perpendiculaires aux surfaces équipotentielles. Donc, le champ électrique doit être normal, ça veut dire doit être perpendiculaire à la surface du conducteur en équilibre. Ça veut dire qu'en tout point à l'intérieur du conducteur, le champ est nul, mais s'il y a un champ à l'extérieur, ce champ-là serait perpendiculaire, donc normal à la surface. Maintenant, où sont réparties les charges électriques? Si nous avons un conducteur en équilibre électrostatique comme celui-là, que nous avons chargé, alors nous savons que les charges sont immobiles
elles se déplacent pas. Nous savons que le champ électrique est nul en tout point. Et nous savons qu'en tout point, le potentiel est constant. Maintenant, où est-ce que ces charges-là sont réparties? Alors, pour répondre à la question, nous allons appliquer le théorème de Gauss. D'abord, à l'intérieur du conducteur. Donc, nous allons appliquer le théorème de Gauss à l'intérieur du conducteur. Nous allons prendre comme surface de Gauss une surface sphérique. Et appliquons le théorème. Donc, l'intégrale de E scalaire ds est égale à la somme des charges comprises à l'intérieur de la surface de Gauss que divise epsilon 0. Alors, or, on sait que le champ électrique à l'intérieur du conducteur en équilibre électrostatique est nul. Cela veut dire que l'intégrale est nulle. Et comme l'intégrale est égale à la charge que divise epsilon 0, ça veut dire que la charge à l'intérieur de la surface de Gauss est égale à 0. Donc, toute surface que nous allons imaginer, toute surface de Gauss que nous pouvons imaginer à l'intérieur de la surface de Gauss va comprendre 0 charge à son intérieur. Donc, on conclut qu'à l'intérieur d'un conducteur chargé en équilibre électrostatique, la charge électrique est nulle. Donc, où est la charge électrique? Si nous avons un conducteur chargé, les charges ne sont pas à l'intérieur. Où est-ce qu'elles se trouvent? Sûrement sur la surface. Nous allons faire pour vérifier est-ce que vraiment les charges se trouvent sur la surface du conducteur. Nous allons faire l'expérience du cylindre de Faraday. Donc, le cylindre, par C, c'est le cylindre de Faraday. C'est un cylindre conducteur qui est relié à deux feuilles d'or qui sont conducteurs, bien sûr. Deux feuilles d'or qui sont entourées par un bocal, donc à vide. Les deux feuilles sont à vide pour minimiser les frottements avec l'air. Et nous avons donc B, une boule conductrice chargée. Nous allons introduire la boule conductrice chargée à l'intérieur du cylindre, sans qu'elle ne touche les parois du cylindre. Dans la boule, ils se sont retrouvés sur la surface extérieure du conducteur. Il n'y avait aucune charge à l'intérieur du conducteur. Donc, la charge électrique d'un conducteur en équilibre est entièrement répartie sur sa surface. Donc, autrement dit, un conducteur en équilibre électrostatique, s'il est chargé, porte toute sa charge, il n'y a rien à l'intérieur. Ce même résultat est valable pour un conducteur creux. Donc, si nous avons un conducteur qui comprend une cavité à l'intérieur, une cavité, ça veut dire qu'il y a le vide à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le champ électrique est tout le temps nul dans cette cavité, puisque cette cavité appartient à l'intérieur du conducteur en équilibre électrostatique. Donc, le conducteur est comme un écran. Il écrante cette cavité et l'isole complètement. Alors, une des applications, donc, c'est la cage de Faraday. Prenons une cage conductrice sur laquelle nous allons accrocher des pendules. Donc, les pendules qui sont constituées de boules conductrices attachées avec des fils isolants. Nous allons accrocher deux boules à l'intérieur de la cage et deux boules à l'extérieur. Si nous chargeons la cage, ça veut dire par exemple en la mettant, en la reliant à un générateur. Donc, en nous chargeant la cage de Faraday, qu'est-ce qui se passe? Nous observons les boules extérieures qui sont repoussées de la paroi. Elles s'écartent de la paroi. Sous l'effet de quoi? D'une force électrique répulsive. Alors que les boules de l'intérieur restent immobiles. Cela veut dire que toutes les charges qui ont été communiquées à la cage de Faraday se sont distribuées sur la surface. Il n'y avait aucune charge à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'il en est au voisinage du conducteur? Donc, on sait qu'à l'intérieur d'un conducteur en équilibre électrostatique, le champ il est nul. Alors, s'il y a des charges, elles ne sont pas à l'intérieur, elles sont sur la surface. Alors, si elles sont sur la surface, ça veut dire qu'elles créent un champ électrique. Maintenant, on va calculer le champ électrique créé par ces charges juste au voisinage de cette surface. Ça veut dire au voisinage immédiat d'un conducteur. Pour cela, nous allons considérer une toute petite surface ds du conducteur
et nous allons utiliser le théorème de Gauss. Nous allons prendre comme surface de Gauss une surface cylindrique et donc le champ électrique à l'intérieur, il est nul. Si la charge est positive, le champ électrique sera sortant. Et on a dit qu'il est perpendiculaire à la surface. Donc E est parallèle au vecteur ds. Donc en application du théorème de Gauss, E est parallèle à n, donc et E est parallèle donc aussi à ds. Cela veut dire que le produit scalaire EDS égale à EDS. Et comme le champ électrique il est constant sur cette surface, donc il sort de l'intégrale, et nous aurons E fois S. Donc est égal à la charge qui est égale à sigma fois S, sigma étant la densité de charge surfacique, que divise epsilon 0. Et en simplifiant la surface S, nous trouvons que le champ électrique est égal à sigma sur epsilon 0. Et la relation vectorielle, c'est sigma sur epsilon 0 fois le vecteur normal n. Ça, c'est la formulation du théorème de Coulomb. Donc, qui dit qu'au voisinage d'un conducteur, donc au voisinage d'un conducteur en équilibre électrostatique, le champ électrique est égal à comme module sigma sur epsilon 0. Sigma étant la densité de charge surfacique. Et il est perpendiculaire à la surface. Que dans la couche superficielle, le champ c'est sigma sur 2. Donc, j'applique la loi de Coulomb, donc dq fois E. dq, je la remplace par sigma ds et je remplace E par sigma sur 2 epsilon 0 fois n. Donc, puisque E, il est perpendiculaire à la surface. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir que df égale à sigma au carré fois ds que divise 2 epsilon 0 fois le vecteur n. Et j'obtiens la pression en divisant la force par la surface. Donc la pression électrostatique, c'est df divisé par ds, donc c'est sigma au carré sur 2 epsilon 0. Alors le pouvoir des pointes. Alors qu'est-ce qu'il dit le pouvoir des pointes? Nous avons remarqué qu'à proximité d'une pointe, le champ électrique est très, très intense. Alors, nous allons mettre en évidence cette propriété en faisant une expérience, plutôt un petit calcul, considérant deux conducteurs sphériques. La première sphère 1 de rayon R1 et la deuxième sphère 2 de rayon R2. Chacune est portant une charge électrique avec une densité de charge sigma. Sigma 1, donc sigma 1 pour la première sphère et sigma 2 pour la deuxième sphère. Que vaut le potentiel électrique de la première sphère au niveau du rayon R1? Donc nous allons considérer cette sphère comme étant une charge ponctuelle. Alors, le potentiel au niveau de la sphère égale à tout simplement KQ sur R. Ça est égal à KQ sur R. Et si nous remplaçons Q par sigma fois S, et la surface de la sphère c'est 4pi R au carré, donc nous obtenons V1 égale à sigma 1 R1 sur epsilon 0. Pareil pour la deuxième sphère. Le potentiel à la surface de la sphère est égal à KQ sur, R2. Alors, Q2 égale à sigma 2 fois la surface, et la surface c'est 4pi R2 au carré. Donc, nous obtenons V2 égale à sigma 2 R2 sur epsilon 0. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Nous relions avec un fil conducteur les deux sphères. Lorsqu'on va les relier avec un fil conducteur, elles vont former un seul et même conducteur. Donc, elles auront le même potentiel partout. Donc, lorsqu'on fera l'égalité entre V1 et V2, nous allons obtenir sigma 1 R1 sur epsilon 0 égale à sigma 2 R2 sur epsilon 0, ce qui signifie que sigma 2 sur sigma 1 est égal à R1 sur R2. Comme R1 est inférieur à R2, cela veut dire que sigma 2 doit être inférieur à sigma 1. Donc, sigma 2, c'est la distribution de charge. Comme R1 est supérieur à R2, sigma 2 doit être supérieur à sigma 1. Cela veut dire que la distribution de charge sur la petite sphère est supérieure à la distribution de charge sur la grande sphère. Cela veut dire que lorsqu'il y a une distribution de charge entre les deux sphères, les charges ont eu une préférence pour aller sur la petite sphère.
Donc, la sphère ayant le plus petit rayon porte la plus grande densité de charge. On peut remarquer ça si nous prenons au sein du même conducteur et que nous mesurons le champ électrique, nous allons remarquer que la valeur du champ électrique est plus faible dans les endroits qui ont la plus grande, qui ont la plus faible courbure. Donc ici, la courbure est plus faible ici que là. Donc là, nous avons une plus grande courbure, ça veut dire et la plus grande courbure, ça veut dire le petit rayon. Donc ici, nous avons un petit rayon, une plus grande courbure. Donc l'intensité du champ électrique sera plus importante ici que là, ce qui veut dire que nous avons plus de charges ici que là. Donc l'effet de pointe veut dire que les charges électriques préfèrent se cumuler, si vous voulez, se regrouper, là où nous avons une forme. Une des applications, c'est les paratonnerres. Donc, les pointes attirent les charges électriques. Donc, les charges électriques préfèrent se mettre beaucoup plus dans les endroits qui présentent des grandes courbures et donc y compris les pointes. Faisons quelques applications. La première application est l'exercice 1 de la série des conducteurs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que de petits pendules métalliques sont fixés aux parois intérieures et extérieures d'un conducteur creux A, initialement neutre. Donc, on ramène un conducteur A creux, ça veut dire vide de l'intérieur, initialement neutre, donc il ne porte pas de charge, et nous allons accrocher des pendules métalliques, c'est-à-dire un pendule est constitué d'une boule métallique accrochée à l'aide d'un fil isolant. Donc, nous accrochons deux pendules à la paroi interne du conducteur A et deux pendules sur la paroi externe. La question est, oui, avant la question, on vous dit un deuxième conducteur B chargé est introduit dans A en le tenant par un manche isolant et on réalise le contact. Donc, avec un manche isolant, un morceau de bois, collé à une boule métallique B qui porte une charge. Nous allons introduire donc le conducteur B chargé à l'intérieur du conducteur A et on va réaliser le contact. Donc, B va toucher A de l'intérieur. La question, c'est représenter qualitativement les nouvelles dispositions prises par les pendules. Que va-t-il arriver? Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le cours? On vient de voir dans le cours qu'un conducteur en équilibre électrostatique chargé, s'il est chargé, porte toute sa charge en surface. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? En réalisant le contact B avec A, les charges électriques qui étaient sur B vont passer sur A. Donc les conducteurs B, A et les boules métalliques qui touchent la paroi de A vont tous constituer un seul et unique conducteur. Alors, il est chargé ce conducteur puisque les charges sont venues à travers le conducteur B. Maintenant, où vont se distribuer les charges? Elles ne vont pas se distribuer à l'intérieur, mais elles vont se distribuer sur la surface extérieure. Donc, les charges qui étaient sur B vont passer sur A et vont se distribuer sur la surface extérieure, donc sur la paroi extérieure et aussi sur les boules qui se trouvent à l'extérieur. Il n'y aura aucune charge portée à l'intérieur de A ni sur les boules qui sont accrochées à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Sous l'effet d'une force électrique répulsive, les pendules externes vont s'écarter de la paroi puisqu'il y a des charges ici et des charges de même signe sur les boules. Donc, il y aura une force de répulsion. Donc, voici ce que nous allons observer. La deuxième question, c'est obtient-on un résultat différent si on réalise le contact sur la paroi extérieure du conducteur? C'est-à-dire si maintenant le conducteur B, on va le mettre en contact avec la paroi externe de A. Que va-t-il arriver? Donc, c'est exactement le même résultat. Pourquoi? Parce que les charges vont passer de B vers A. Où est-ce qu'elles vont se mettre? Sur la surface extérieure. À l'intérieur de A, il n'y aura aucune charge. Donc, nous allons observer exactement le même résultat. Deuxième application, l'exercice 4 de la série. Qu'est-ce qu'il dit, l'exercice? On considère une charge ponctuelle Q positive placée au centre d'une sphère conductrice creuse de rayon interne RI et externe RO. Donc, on nous demande de déterminer la charge sur les surfaces intérieures et extérieures de la sphère
dans chacun des cas suivants. Et dans le premier cas, la sphère est initialement neutre et elle est reliée à la Terre. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? Nous avons donc un premier conducteur que nous allons appeler A. Donc, le conducteur A est un conducteur creux, ça veut dire qu'il est vide de l'intérieur. Il a deux rayons, le rayon interne RI et le rayon externe RE. Donc, rayon RE, RI et RE. Ça veut dire que toute la matière du conducteur est comprise entre deux surfaces sphériques. Donc, voici votre conducteur A. Son intérieur donc, est vide. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une charge ponctuelle positive au centre de cette sphère. Et la question, c'est déterminer la charge sur les surfaces intérieures, donc cette surface, et extérieure, donc cette surface de A. Quelles seront les distributions de charge? Donc, quel type de charge seront distribuées sur les surfaces de A et quelles sont leurs valeurs? Alors, pour répondre à la question, nous allons d'abord bien comprendre ce qu'on nous dit, les données. Alors, on vous dit que dans le premier cas, la sphère A est initialement neutre. Donc, si la sphère A est initialement neutre, ça veut dire qu'au départ, le conducteur A ne portait pas de charge. Et elle est reliée à la Terre. Si je relie le conducteur A à la Terre, que va-t-il se passer? Ou qu'est-ce que ça veut dire? Alors, d'abord, ça veut dire que le conducteur A et la Terre maintenant forment un seul conducteur. Ça veut dire que les charges peuvent être échangées entre A et la Terre. Donc, A et la Terre peuvent échanger des charges. Des charges négatives, des électrons peuvent aller de A vers la Terre ou alors ils peuvent venir de la Terre vers A. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si au départ la sphère A portait une charge nulle, il n'y avait pas de charge, maintenant en la reliant à la Terre, la sphère A peut porter d'autres charges. Donc la charge QA ne va pas rester forcément nulle. Elle peut changer de valeur. Alors, que va-t-il se passer? Le fait qu'on dispose une charge positive au centre de A, par phénomène d'influence, que va-t-il se passer? Des électrons libres de A, donc les électrons libres de A qui sont des charges négatives, vont être attirés vers Q. Donc, des électrons de A vont être attirés vers la charge Q. Alors, ils vont se déplacer vers la charge Q, mais bien sûr, arrivés à la surface interne, ils vont s'arrêter. Ils ne peuvent pas aller au-delà. Ils ne peuvent pas passer dans le vide. Ils ne peuvent pas sauter de la surface de A vers Q, parce qu'il y a le vide. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les électrons, donc les charges négatives, vont se distribuer sur la surface interne de A. Ça, c'est logique. Alors, la question, est-ce que ce déplacement, est-ce que ce mouvement d'électrons vers la surface interne de A va durer indéfiniment? Ça veut dire, est-ce que j'aurai un nombre infini d'électrons qui vont se positionner sur cette surface interne? Alors, la réponse, c'est non. Les électrons cesseront de se déplacer lorsque l'équilibre électrostatique sera établi à l'intérieur de A. Que veut dire l'équilibre électrostatique est établi? Ça veut dire lorsque le champ électrique à l'intérieur de A sera nul. Ça, on l'a dit, un conducteur est en équilibre électrostatique. Ça veut dire que le champ électrique à l'intérieur de A est égal à 0. Alors, c'est quoi l'intérieur de A? C'est ici. Donc, c'est là où on a la matière. C'est là où on a le déplacement des charges. Donc, il faudrait que le champ électrique soit nul ici. Alors, donc EA est égal à 0 ici. Maintenant, est-ce que ce résultat a un rapport avec les charges? Est-ce que le fait que le champ électrique a un rapport avec les charges? Bien sûr que ça a un rapport et on peut trouver la relation entre le champ électrique et les charges à travers quoi? À travers le théorème de Gauss. C'est le théorème de Gauss qui relie le champ électrique à la charge. Donc, appliquons le théorème de Gauss là où on connaît le champ électrique. Où est-ce qu'on connaît le champ électrique? On le connaît à l'intérieur de A. Ça veut dire
pour un rayon petit r compris entre RI et RE. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va, on va positionner une sphère de Gauss. La surface de Gauss est une surface sphérique. On va la positionner où ça? Là où on connaît le champ électrique. Donc, pour petit r compris entre RI et RE. Et appliquons le théorème de Gauss. Donc, l'intégrale ou le flux du champ électrique à travers la surface de Gauss est égal à la somme des charges comprises à l'intérieur de la surface de Gauss que divise ε0. Alors, qu'est-ce qu'on a? À l'intérieur de la surface de Gauss, donc ici, à quoi est égal le champ électrique? Le champ, il est nul, c'est EA. Donc, et à quoi sont égales les charges électriques à l'intérieur de la surface de Gauss? Qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a QA intérieur, c'est la charge électrique négative sur la surface intérieure de A, et il y a la charge positive. Donc, c'est Q plus QA interne. Et comme EA est égal à 0, donc le flux est égal à 0. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que Q plus QA interne égale à 0. Cela veut dire que QA intérieur égale à moins Q. Donc, à travers le théorème de Gauss, nous avons donc pu calculer la charge qui sera distribuée sur la surface interne de A. Elle sera négative et ce sera égal à moins Q. Alors, maintenant, est-ce que je vais avoir des charges sur la surface extérieure de A? Pour cela, donc, faisons un petit raisonnement. A était initialement neutre. Donc, des charges électriques sont venues se positionner sur la surface intérieure. Donc, les charges électriques sont les électrons. Lors de leur migration, lorsque les électrons sont passés de l'intérieur de A vers la surface intérieure, ils ont laissé derrière eux, qu'est-ce qu'ils ont laissé derrière eux? Des atomes où il y a un manque d'électrons. Ils ont laissé derrière eux des déficits d'électrons, donc des atomes chargés positivement, puisque chaque atome auquel on enlève un électron, il sera chargé positivement. Alors, mais est-ce que ces charges positives vont rester ici, à l'intérieur de A? Eh bien non, pourquoi? Parce que lorsque l'équilibre électrostatique est atteint, lorsque EA est égal à 0, il n'y aura aucune charge à l'intérieur, c'est ça? C'est une condition. Donc, aucune charge électrique ne sera présente à l'intérieur de A. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En fait, chaque électron qui va passer de A vers la surface intérieure, il laissera derrière lui un atome chargé positivement, donc une charge positive. Mais il y aura un autre électron qui va venir de l'extérieur pour combler, pour neutraliser cette charge. Alors, d'où est-ce que vont venir ces électrons? Ils vont venir de la Terre. Donc, les électrons vont venir de la Terre pour neutraliser les charges positives qui ont été laissées par les charges, par les électrons. Cela veut dire que à l'extérieur de A, il n'y aura absolument aucune charge électrique. D'accord? Donc, les charges négatives seront positionnées sur la surface intérieure, mais il n'y aura aucune charge positionnée sur la surface extérieure. On peut voir les choses d'une autre manière. C'est le fait de dire que la charge positive attire les charges négatives et elle repousse les charges positives. Donc les charges positives seront repoussées vers la surface extérieure de A, puis vers la Terre. Donc là, les charges positives peuvent aller vers la Terre. Ça, c'est une manière de voir les choses, mais je préfère expliquer ça par le fait que les charges positives qui vont être laissées derrière les électrons vont être neutralisées par les électrons qui vont venir de la Terre, puisque les charges plus attirent les charges moins donc attirent les électrons de la Terre. Donc les charges à l'extérieur, plutôt sur la surface extérieure de A, seront nulles. On passe à la deuxième question. C'est donc, on demande de déterminer les charges sur la surface intérieure et extérieure de A si la sphère A est initialement isolée et neutre. Donc, dans ce cas-là, la sphère A est initialement neutre. Ça veut dire que au départ, la charge de A est égale à 0. Il n'y a pas de charge sur A. Et puis A est isolé. Donc là, A n'est plus relié à la Terre. Si A est reliée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle porte une charge, qu'on appellera QA,
cette charge va être obligée être obligée de rester sur A. Elle ne pourra pas aller ailleurs. Donc la charge de A restera constante. Il n'y aura pas d'échange de charge entre A et un autre conducteur. D'accord? Donc dans ce cas-là, la charge de A restera constante. A n'est relié à aucun autre conducteur. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Comme pour la première question, donc la charge positive par phénomène d'influence va attirer les électrons libres du conducteur A. Donc les électrons, donc les charges négatives vont se placer sur la surface intérieure de A, qu'on appellera QA interne. Et donc, je pose la même question. Est-ce que ce mouvement de déplacement des électrons va durer indéfiniment? Je réponds exactement de la même matière. Non. Les électrons vont arrêter de venir sur la surface intérieure lorsque l'équilibre électrostatique dans A sera atteint. Ça veut dire lorsque le champ électrique sera nul à l'intérieur. De la même façon, nous allons donc calculer les charges QA intérieures en appliquant le théorème de Gauss. Donc, sphère de Gauss placée à l'intérieur du conducteur A où le champ électrique il est nul, la somme des charges étant égale à 0, cela veut dire que QA intérieur égale à moins Q. Donc, exactement la même chose que la question précédente. La différence maintenant, c'est les charges à l'extérieur de A. Est-ce qu'il y aura des charges à l'extérieur, donc distribuées sur la surface extérieure de A? Donc, on va faire le raisonnement suivant. La charge positive attire les électrons négatifs positionnés sur la sphère intérieure. Ces charges négatives, ce sont les électrons. Donc, qui sont venus un peu partout du conducteur A pour rejoindre la surface intérieure. Ces électrons ont laissé derrière eux des atomes chargés positivement. Donc, seulement les charges positives ne peuvent pas rester à l'intérieur du conducteur A puisque l'équilibre électrostatique de A signifie qu'il n'y a aucune charge à l'intérieur. Donc les atomes chargés positivement seront neutralisés par d'autres électrons qui vont venir d'où? De la surface extérieure. Donc vers la surface, donc sur la surface extérieure seront distribuées des charges positives. Donc ils vont résulter de quoi? De la migration des électrons. Les électrons vont laisser derrière eux des atomes chargés positivement. Donc les atomes chargés positivement vont se retrouver sur la surface extérieure. Je répète, aucune charge ne peut rester à l'intérieur. Les charges qui ont été créées à l'intérieur ont vite été neutralisées par d'autres électrons. Ainsi de suite, jusqu'à ce que les atomes chargés positivement se sont retrouvés sur la surface extérieure. Alors, qu'on va appeler QA extérieur. Maintenant, à quoi est égal QA extérieur? Pour le savoir, nous allons faire le raisonnement simple qui est le suivant. Au départ, donc initialement, le conducteur A était initialement neutre. Ça veut dire que QA est égal à 0. À quoi est égale la charge de QA? C'est la charge QA intérieure plus la charge QA extérieure. Il n'y a rien à l'intérieur comme charge. Donc, on en déduit que QA extérieur est égal à moins QA intérieur. Et comme QA intérieur égale à moins Q, on en déduit que QA extérieur égale à moins Q, donc plus Q. Donc, la disposition des charges est comme suit. Plus Q au centre, moins Q sur la surface intérieure de A et plus Q sur la surface extérieure de A. Maintenant, on va passer à la troisième question. Si la sphère A était initialement isolée et portait une charge Q, donc supposons que maintenant, la sphère A, au départ, portait une charge QA qui n'était pas nulle. Donc A n'était pas initialement neutre, mais initialement, elle portait une charge qu'on appellera QA égale à Q. Positive ou négative, donc l'essentiel, une charge Q. Et A est isolé. Ça veut dire quoi le fait que A soit isolé? Ça veut dire que la charge de A restera constante. A ne pourra échanger aucune charge avec un autre conducteur. Donc, tout le temps, QA restera égal à Q et restera constante. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme raisonnement? Exactement de la même façon que la dernière fois. Donc, par phénomène d'influence, la charge positive va attirer les électrons libres, donc les électrons de conduction de A, qui vont se positionner sur la surface intérieure. Ça ne changera jamais.
c'est le phénomène d'influence, les charges positives qui attirent les charges négatives. Et donc, à quoi sont égales les charges négatives d'ailleurs? Il est égal à moins Q. Ça, on le sait des deux premières questions. Donc, Q à intérieur égale à moins Q. Maintenant, à quoi seront égales les charges QA extérieures? Donc, de la même façon, les électrons libres vont laisser, en venant se distribuer sur la surface intérieure, vont laisser derrière eux des charges positives, n'est-ce pas? Et ces charges positives vont se positionner sur la surface extérieure. Elles ne peuvent pas se positionner à l'intérieur. À quoi est égal maintenant QA extérieur? On va utiliser le fait qu'au départ, la charge totale de A était égale à Q. Donc, c'est QA intérieur plus QA extérieur. Cela veut dire que QA extérieur est égal à Q moins QA intérieur. Et comme QA intérieur égale à moins Q, donc c'est Q plus Q. D'accord? Donc, c'est ça le résultat.